parler un petit peu de taf, parce que je vais parler un petit peu de mon histoire, vous allez voir. Et en effet, j'ai beaucoup de taf, mais je gère. Et donc, pour vous expliquer un petit peu ça, d'où ça vient, ce talk, comment je me suis retrouvé à écrire ça, ben, je vais vous raconter finalement une histoire. On va commencer par là, et donc mon histoire. Donc, bah, comme beaucoup de devs qui démarraient il y a longtemps, j'étais assez curieux au début. Et puis j'avais une soif de savoir assez riche. J'avais du temps, j'étais jeune, j'avais plein de choses à faire. Et je commençais à lire pas mal d'articles, de sujets, de choses comme ça. Et puis beaucoup d'articles. Parce que bah en fait, ça c'est encore une autre histoire. J'étais loin d'être le major de promo, donc j'avais un petit peu de retard à combler. Mais ça c'est autre chose. Et puis j'aimais bien geeker. Alors je faisais plein de trucs, je testais des devices, de l'Arduino, des trucs comme ça. Et puis toujours le soir, forcément, parce que bah, la journée, faut être productif, on travaille pour le client, tout ça, tout ça. Donc tout va bien. Forcément. Voilà, donc on continue. Et puis forcément, chose que j'avais pas anticipé, bah, le fait de monter comme ça en compétences, et bah, mes employeurs ont commencé à me dire, bah, hey, dis donc, ce serait super cool que tu commences à partager tes trucs. Et puis moi, en même temps, en parallèle, je commence à monter un meet-up. Donc je continue de partager parce que j'aime bien ça. Et bah, forcément, le fait de continuer le travail, les études, les expérimentations, c'est toujours le soir. Mais bon, bah ça va encore quoi. Bien que on commence à se douter d'un petit truc. Et puis mes side projects, ça commence à ressembler à ça. Alors je sais pas si vous le connaissez ce strip. Et moi il me faisait beaucoup marrer à l'époque parce que je me reconnaissais vraiment dedans. Alors pour ceux qui voient pas bien hein, au fond, parce que du coup j'imagine que c'est pas hyper lisible, donc je vais vous le faire. Hein. Bon c'est cool, le plus gros du boulot est fait. Encore quelques heures sur c'est juste une ligne. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un autre super idée. Ah, je vais utiliser ce nouveau framework à tester. Et puis là, il commence un nouveau truc. Et ah, tiens, tu testes un nouveau side project. Ouais, enfin, j'ai pratiquement fini l'autre. Donc bon, il me reste un truc à tester, quoi. Et bref, on se retrouve à avoir cette sorte de champ de side project jamais fini. Une sorte de frustration qui commence à s'installer. Et puis, mais bon, on se dit que c'est peut-être normal finalement, c'est peut-être comme ça que les choses doivent. Et là, il y a un truc qui change. En 2000, du coup, c'était combien ça? C'était en 2014, ouais. Je fais venir en fait un de mes collègues sur le DevFest et qui vient me parler d'un truc qui s'appelle GTD. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Là, ça change radicalement ma façon de réfléchir à l'organisation. Et notamment, il faisait une analogie qui me plaisait beaucoup à l'époque, parce que je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas en 2014, ma boîte mail était essentielle autour de ma vie et mes tâches, mes mails, ça représentait tout. Et typiquement, bah, ma boîte mail, elle était remplie de mails non lus, qu'en fait j'avais déjà lus, et donc il disait, bah, et c'est comme si vous alliez dans votre boîte aux lettres, que vous ouvriez votre courrier, vous faites ah c'est pas mal mais je vais pas le traiter tout de suite. Alors attends, hop, je vais le remettre bien propre et je le remets dans ma boîte aux lettres. Ce qui est un petit peu bizarre quand même comme truc. On se dit bah c'est pas très logique. Et donc en fait il amène du coup le concept de GTD. Alors GTD c'est pour Getting Things Done. Et donc ce truc là en fait ça a un des préceptes assez basique. Donc je suis pas un expert de GTD, je vous préviens, là beaucoup des méthodos que je vais vous poser, je ne revendique pas le fait d'être expert, vous comprendrez ça mieux à la fin dans ma conclusion. Mais du coup, donc il y a un backlog de tâches et il y a un précepte fort qui est si une tâche fait moins de 5 minutes ou moins de 2 minutes, ça dépend de ce qu'on a lu, et ben on l'a fait. Et ça change vachement les choses. Et puis il y a une sorte de truc un peu qui ressemble à du Kanban qu'on a l'habitude, donc il y a une sorte de to-do, doing, done, etc. Donc on se dit ok c'est cool, bah, je vais essayer ça. Et puis en plus à ce moment-là, il y a Google qui sort Inbox. Ah, la grande révolution pour moi. Alors, désolé pour ceux qui ne sont pas pro Google, etc. Il se trouve que j'ai beaucoup de choses autour de cet écosystème, mais on reviendra sur la notion des outils après. Bref, Inbox me paraît être à cette époque-là la solution ultime, et surtout ça m'apprend à faire un truc majeur qui est archiver ses mails. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, si vous avez déjà testé.
Mais en fait, les mails archivés ne se perdent pas. Au contraire, on a une fonctionnalité dans nos boîtes mail qui s'appelle la recherche et qui est très efficace et qui permet donc de cleaner visuellement votre boîte mail. Eh ben, c'est con, mais si vous le faites, ou du moins que vous ne le faites pas, si vous le faites, vous allez vous rendre compte que ça va vous enlever vachement de poids, vachement de charge en fait. Donc, première des étapes que j'ai faites, c'était ça. Libérer mon espace visuel, en tout cas de mail, en archivant tout. Comme ça, je m'enlevais aussi une certaine complexité qu'à l'époque j'avais développée autour des labels. Je commençais à élaborer des labels hyper complexes pour essayer de retrouver mes mails, etc. Et finalement, je ne m'y retrouvais pas. Et deuxième chose que ça m'a apporté aussi, à l'époque, c'était la notion de repousser des tâches. Pareil, dans cette optique de libérer l'espace visuel, en fait. Donc on pouvait postponer des mails. Ce qui fait que je me suis retrouvé à y avoir une sorte de méthode qui ressemblait à ça. Un mail, c'est une tâche, j'archive tout, je garde que les mails actifs. Une tâche, c'est une tâche, un mail, c'est une tâche, on ne sait pas trop. On peut les repousser. Et puis je garde quand même un petit peu des labels, parce que c'est juste histoire de visuellement voir des choses quand on les recherche. Mais le problème, c'est que entre-temps, j'ai continué le GDG, le DevFest a grossi, j'ai gagné en responsabilité, etc. Et surtout, un truc qui était problématique, c'est qu'il y avait une multitude de sources de données. Quand bien même je m'organise d'un point de vue personnel, en fait, je vais recevoir des mails du boulot, des mails du GDG, des mails perso. Et tout ça, ça vient chaque fois dans différents inbox différents, des espaces de référentiel qui ne fonctionnent pas ensemble, etc. Et puis, une fois n'est pas coutume, Google fait une chose qu'il sait très bien faire. Merci, au revoir. Donc, là, du coup, sur le moment, j'ai l'impression que ma vie s'arrête. Ah, comment je vais faire sans ça, etc. Donc, je cherche. Et puis, on parle d'un autre truc. On me parle de Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez un Pomodoro. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le fais pareil de façon très rapide. Une tâche, globalement, on va avoir des slots de concentration. On va faire 5 minutes de pause. On fait ça 4 fois. Et après, on se fait une plus grosse pause. Bon, c'est une version rapide, je voulais dire. Expert de Pomodoro, mais en tout cas, toujours est-il que appliqué à moi-même, c'était pas bon, parce que par exemple, j'étais trop sollicité sur des micro-tâches. Donc, typiquement, si vous êtes dans le type de profil où vous êtes en permanence sur des micro-tâches et sollicité, Pomodoro, c'est pas le truc le plus effectif. Si en effet vous devez avoir des tâches longues, je dis pas, je peux comprendre l'utilisation de ce genre d'outils. En tout cas, moi, ça ne me correspondait pas. Donc, je creuse encore. Je continue de creuser. Et donc, je cherche et je tombe sur un truc, le bullet journal. Mais je suis quelqu'un de numérique. Alors bon, j'essaye de regarder quand même un petit peu. Donc, c'est un système d'organisation sur lequel vous allez reporter. C'est très créatif, donc ça pouvait être sympa. Mais c'est pareil, je suis très mauvais en dessin. Je me sens pas de faire des trucs. Je sens que je vais faire des ratures et tout ça. Mais ça peut peut-être vous correspondre. Donc c'est pareil, c'est un mécanisme qui va vous permettre de poser vos idées, reporter, prioriser, et dans lequel vous allez pouvoir avoir un référentiel de données. Et ça, c'est pas mal, mais il se trouve qu'en fait, à ce moment-là, j'échange avec, et ça, c'est un autre truc qui a changé pas mal, avec un de mes collègues. Un de mes collègues qui gère énormément de choses dans la boîte où je suis à cette époque-là, et qui me paraît pourtant être tout le temps super serein. Je sais pas comment il fait, et il a 36 000 trucs à gérer, et pourtant il est hyper zen et il fait bien les choses. Je dis, mais tu fais comment? Et il me dit, moi c'est simple, j'ai une liste, c'est tout, et j'ai un backlog, et puis je remonte les tâches. Et c'est tout ce qu'il fait. Et donc je regarde un petit peu comment ça fonctionne, quel outil il utilise, etc. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce système-là, du coup, pour lui, c'est ce qui m'a amené après à d'autres évolutions dans mon organisation du temps, c'est qu'il amène vraiment cette notion de référentiel unique. Parce que justement, tout à l'heure, je pointais du doigt les incohérences du fait de la multisource de données. Et là, lui, en fait, il met tout dedans. Il a à la fois du pro, du perso, donc il avait des trucs aussi bêtes que aller acheter le pain, comme des trucs sur faut gérer la MEB de tel truc. Et en fait, c'est grâce à ça que lui, du coup, il avance vraiment bien.
Il a juste un backlog avec today et les tâches qu'il va faire aujourd'hui et to do. Et c'est tout. Et dans to do, en fait, il a un backlog de tâches qui est par contre monstrueux. En effet, quand il me montrait son backlog, il y avait 200, 300 tâches. Mais c'est sa façon de fonctionner. Et c'était très efficace pour lui. Et donc, en fait, comment il fait? Donc, il a un système de bullet point. Il va avoir juste une seule source de données. C'est un peu du bullet journal dans le sens où on reporte. On va justement fonctionner que comme ça. Mais moi, personnellement, il me manquait encore un truc. Donc, à cette époque-là, une fois n'est pas coutume, Google lance Task. Je dis, ah bah tiens, je vais essayer tout ça encore. Bon, bah, j'y vais. Du coup, j'essaye de m'organiser, je reprends des idées de GTD et tout ça. Donc, j'essaye de me dire, tiens, je vais avoir un principe de source unique. En fait, là, c'était plus ou moins vrai. Ce qui me plaisait dans cette solution, qui ne me correspondait pas avec la solution de mon collègue, c'était l'intégration mobile, notamment. Son app, elle fonctionnait pas sur mobile, et du coup, ça ne me permettait pas de reporter n'importe où, n'importe quand, mes tâches. Et là, avec cette solution de Gmail Task, j'avais l'impression d'avoir en tout cas cette capacité de reporter partout. J'avais du coup créé aussi des catégories, et c'était facile à administrer parce que j'étais habitué à cet écosystème. J'ai eu l'impression que ça fonctionnait, et puis j'ai pris la tête de Sphère Nantes. Et donc forcément vient un certain nombre de responsabilités supplémentaires que je n'avais pas encore anticipées, et très clairement ça aurait été 1000 fois pire si j'avais pas fait ça avant. Et donc en effet arrive ce qui commence à arriver, plein de tâches, plein de responsabilités, le DevFest continue de grossir, j'ai une famille quand même à côté, hein, on n'en a pas parlé mais je reste un être humain, et donc du coup je croule sous le poids, en fait. J'ai l'impression de crouler sous le poids des responsabilités, et mon cerveau, petit à petit, n'arrive plus à trier les informations. Quand bien même j'ai ces sortes de référentiels, ça ne le fait pas. Arrive ce qui doit arriver, un burn-out. Paf. Alors, dans ma tête, c'est check. J'ai fait ça dans ma vie. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément. Mais bref. Et comme je disais, ça aurait été 100 fois pire, finalement, si je ne l'avais pas fait avant. Enfin, du moins, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Et donc, là, forcément, je me dis, ok, on arrête les bêtises, on se dit stop. Et là, vous aussi, on va dire stop aux bêtises. On dit stop, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gens, quand on fait des bêtises? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre du recul. Hein, ceux qui étaient venus à Rétro de My Worst Life avec Estelle hier se souviennent justement de cette notion qu'on peut avoir de faire des rétros. J'ai fait une rétro de moi-même, parce que je suis informaticien, et je me suis dit, tiens, je vais prendre du temps, je vais noter des trucs. Alors, j'avais pas des post-it, j'avais un bloc-notes, mais ça revenait au même. Et donc, là, j'ai commencé à retravailler, discuter, prendre du recul, écouter un peu les gens, et puis la conclusion à laquelle je suis venu, qui était majeure, qui était l'ennemi principal du temps qui m'a amené à tout ça, c'est la charge mentale. Mais charge mentale au global. La charge mentale d'être parent, la charge mentale de devoir gérer une maison, des trucs aussi bêtes que tiens, il faut que tu penses à passer l'aspi, tiens, il faut que tu fasses ta déclaration d'impôt. Mais en même temps, il ne faut pas que tu oublies de faire l'entretien annuel de Jean-Michel et de Valentine, parce que sinon, ça ne va pas être bon pour les chiffres de l'agence, etc. quoi. Et puis, à côté, attends, est-ce que tu as contacté tous les top speakers du DEF, etc. Donc, tout ça, ça faisait beaucoup. Comment on fait? Du coup, il faut essayer de nettoyer, forcément. Si votre cerveau il est plus en capacité d'accueillir de la nouvelle donnée, il faut lui donner de l'espace. Donc, à partir de là, j'ai commencé à m'imposer un certain nombre de nouveaux rituels et de nouveaux préceptes. Et en fait, ils sont assez simples, il n'y en a pas beaucoup. Le premier, on n'est pas des super-héros. Et ça, c'est vraiment essentiel dans la remise en question, et ce que j'ai mis en place, c'est j'ai accepté que je ne pouvais pas tout faire. Il y avait ce côté très flatteur de ce que je pouvais mettre en place d'un point de vue communautaire. Certes, j'ai brillé dans un certain sens parce que j'organisais le DevFest Nantes, parce que je donnais des conférences. Ça flattait mon ego. Mais ce fait de flatter mon ego a été fait au détriment en fait de mon être. Et donc ça, c'était pas bon. Donc il faut accepter qu'on a des limites, et c'est important.
les super-héros et les super-héroïnes, ça existe où? Dans la science-fiction, et pas dans le vrai monde, hein. Donc c'est important de l'intégrer, ça. Ça n'existe pas, des gens comme ça. Et les gens que vous voyez dans les conférences, etc., sur Internet, bah, toutes ces personnes-là, en fait, plus on va discuter avec elles, plus on les connaît, plus on se rend compte qu'il y a cette vie qu'on voit. Vous me voyez sur scène, certes, je peux paraître être à l'aise, alors qu'au fond de moi, je suis meurtri de stress, etc., à vous raconter cette histoire. Et pour autant, bah, en fait, on a plein de choses à gérer. Ça, c'est le premier truc à avoir conscience. Cette prise de recul de on ne peut pas tout faire. Donc, naturellement, cette prise de recul amène une revue de ses objectifs. On est obligé de se dire qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Et c'est pas grave, c'est normal. Ça fait partie de la vie en fait. On va donc devoir se poser des questions. Qu'est-ce que dans ma vie, c'est quoi qui est important? Aujourd'hui, moi j'ai mes filles une semaine sur deux. Bah, la semaine où j'ai mes filles, c'est hyper important que je sois avec elles. Ça c'est un truc crucial. Au niveau du boulot, au niveau des confs, bah, j'en fais pas, typiquement. Je ne cherche pas à faire de conférences les semaines où j'ai mes filles. C'est une priorité. Aujourd'hui, ma priorité, c'est mes enfants. Sur cet aspect-là. Après, d'un point de vue boulot, je vais avoir d'autres priorités. Et souvent, on entend... En fait, ce que j'entends souvent, c'est les gens qui disent « Oui, mais je peux pas parce que si, parce que ça. » En fait, il faut accepter à un moment que, bah oui, en effet, il y aura peut-être une dissonance entre vos objectifs personnels, ce que vous avez besoin dans votre être, et ce que économiquement le marché, votre entreprise vous demandera. Ce qui va du coup devoir vous amener à peut-être vous poser cette question de est-ce qu'il faut que je quitte ma boîte, est-ce qu'il faut que je change? C'est pour ça qu'on a autant de reconversions, qu'on a autant de gens qui quittent l'informatique, qui se reconvertissent, qui changent, etc. C'est pas grave en fait. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est important. Et un truc qui peut vous aider aussi à prendre du recul par rapport à ça, et que moi je réfléchis énormément maintenant, c'est, je sais pas, je l'appelle le bus factor. En gros, c'est je me fais écraser par un bus, qu'est-ce qui se passe? À quel endroit le fait que moi je me sois fait écraser par un bus est critique, en fait. Et mon objectif maintenant est de faire en sorte que, ben justement, si je me fasse écraser par un bus, partout où j'interviens, ça soit pas critique. Alors, en effet, dans le cadre de ma famille et de mes filles, vous vous doutez bien que ça va être un peu plus critique, mais là-dessus, je peux pas faire grand-chose. Ou alors, il a fallu que je fasse des enfants, mais bon, c'est un autre débat qu'on ne lancera pas maintenant. Par contre, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue associatif, d'un point de vue conférence, bah, demain, je me fais écraser par un bus. Vous m'aurez vu aujourd'hui, bon, bah, c'est très bien. Vous me verrez plus demain. Peut-être que certains seront tristes, merci. Mais c'est pas grave, en fait, dans l'absolu. Je veux dire, votre vie ne va pas s'arrêter, la vie des conférences ne va pas s'arrêter parce que Jean-François se fait écraser par un bus. De la même façon, c'est la même chose sur le DevFest aujourd'hui. Beaucoup des choses que j'ai mis en place ou que je monte, je fais en sorte que donc je mets en place des docs, je vais mettre en place des process, des choses où je vais partager ma connaissance en fait, pour m'assurer de ne pas trimballer cette charge mentale avec moi en fait, cette responsabilité, certes qui flatte dans un premier temps, finalement, vous faites votre poids à 1, 2, ça saute, hein, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est tout ce qui englobe le concept de on n'est pas des super-héros, des super-héroïnes. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut prendre comme recul. Et deuxième élément, c'est comment on va reprendre la main sur son agenda. Ça, c'est difficile. Ça va être dur parce qu'en fait, il va falloir imposer son avis, il va falloir imposer justement ses préceptes à d'autres personnes. Donc bon, il y a toujours cet adage de bon bah la liberté des uns commence là où démarre celle des autres, etc. Bien entendu, mais ça veut dire aussi qu'il faut prendre en compte votre liberté, votre façon de faire. Et pour ça, pour le coup, je voudrais vous citer ce livre qui est vraiment très très bien, qui m'a pas mal aidé, qui s'appelle La 25e heure. À l'occasion, si vous avez le temps de le lire, c'est vraiment sympa. Donc La 25e heure, c'est un livre qui a été écrit et qui a un recueil en fait d'interviews de 300 CTO, qui sont CTO de start-up comme des grosses boîtes. Et donc, tout ça, ils ont défini un ensemble de bonnes pratiques, justement, à la fois sur du tooling,
Donc il y a des trucs assez évidents comme j'ai pu évoquer, on va archiver ses mails, etc. Et puis des petites techniques, des petits trucs qui mettent en place, etc. Et le titre n'est pas choisi par hasard. La 25e heure, l'idée, c'est pas d'avoir une heure supplémentaire à consacrer au boulot, mais au contraire, l'idée était de dire chaque jour, vous allez gagner 1 heure, mais cette heure, elle vous servira à vous. Et là, forcément, tout de suite, ça m'a un petit peu plus intéressé comme sujet. Et donc, les gros principes. Alors là, je peux pas vous résumer un livre en une slide, mais je vais pouvoir vous dire en tout cas ce que j'ai retenu, que je trouvais intéressant. Il y a le poids du nom. Ça, c'est vraiment un élément majeur. Il y a ce poids du nom. On ne peut pas tout faire. On n'est pas. Il y a l'organisation. Du coup, il faut savoir s'organiser. Donc là, il faut se poser sur sa méthode, sa capacité d'organisation. Et bien entendu, déléguer. Ne pas être un SPOF, single point of failure. Donc justement, le fameux bus factor éventuellement. Plein d'autres trucs qui sont dits dans ce livre, mais ça, c'est vraiment les éléments majeurs qui vont nous permettre de faire avancer et de travailler encore mieux après cette gestion du temps. Ça va pour l'instant, c'est clair? Donc, du coup, j'ai fait un nouveau rituel par rapport à tout ça. J'ai cette histoire de simple liste et dans laquelle je cultive un certain nombre de trucs qui sont des représentations de cette charge mentale. Typiquement, votre mail, souvent, si elle est pleine de mails, on a l'impression que c'est plein de tâches pas traitées. Donc, je cultive très régulièrement la zéro inbox. Alors, je ne le fais pas tous les jours, c'est chiant. Par contre, régulièrement. Et hybride GTD. Donc, quand je dis c'est hybride, c'est que justement, je ne fais pas du vrai GTD en mode Kanban, etc. Parce que personnellement, ça ne me correspond pas. Si ça vous correspond, c'est très bien. Et je suis en mode bullet point un petit peu. Je planifie énormément les choses. Donc du coup, je vais, en général, à chaque fois que je vais me rajouter une tâche, estimer à peu près quelle est la charge associée. Et la charge, elle se résume en 3 trucs. Hein. C'est un truc qui prend plus d'une demi-journée ou une journée à des tâches très courtes et des tâches moyennes. Un truc que je vais faire en 1 heure ou 2, quoi. Je délègue dès que je peux. Ça, c'est vraiment le truc essentiel. En fait, il y a plein de fois où la résolution d'une tâche, enfin, ça arrive très souvent, typiquement, on reçoit un mail, faut avoir une info, etc. En fait, c'est tout bête. Je transfère à quelqu'un, et au fait, tu as la réponse, et c'est plus dans ma bannette, c'est passé dans la bannette de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est essentiel, j'ai mis en place des créneaux de disponibilité. Donc les créneaux de disponibilité, en fait, c'est pour éviter les réunions sauvages. Mais je reviendrai un petit peu sur ça après. Donc, au global, j'ai Todoist aujourd'hui, qui est une appli que j'utilise, et qui m'a permis, c'est bon, qui m'a permis de résoudre le problème justement de cette source unique. Parce qu'en fait, il propose des intégrations justement à travers les différentes sessions Chrome que je pouvais avoir. Et en fait, j'ai vraiment une seule source Todoist, quel que soit mon compte Gmail, mon appli téléphone, etc. Donc là, j'ai enfin résolu mon problème à moi. Maintenant, j'y reviendrai dessus. Je parle de Todoist parce que ça résout mon problème. Demain, ce qui est important, ce sera ce que vous allez trouver comme outil. Donc il y a widget Android, extension Chrome. Je cultive la Zero Inbox en fait à intervalle de 1 semaine ou toutes les 2 semaines à peu près. Je le fais. Au début, dans ma première version, je le faisais tous les jours. Je me faisais un rituel assez lourd. Tous les matins, je faisais de la Zero Inbox. Tous les midis, je faisais de la Zero Inbox. Et le soir, je faisais de la Zero Inbox avec un mécanisme différent, c'est que je créais que des tâches. En fait, je voulais terminer ma journée avec une Zero Inbox. À l'utilisation, je me suis rendu compte que c'était trop lourd comme process. Ça m'a convenu que1 mois, en fait. Et c'est un truc sur lequel je reviendrai après, c'est pareil. Ce challenge, cette façon que vous allez avoir de gérer vos tâches, votre temps, en fait, il faut en permanence le remettre en question, en permanence s'adapter. Parce que vous évoluez, votre façon de fonctionner, la façon dont votre cerveau fonctionne évolue de façon constante. Donc, surtout, dans ce process-là, il est important justement de se remettre en question régulièrement. Un mail devient une tâche, en effet, une tâche est une tâche. Et ça permet de gérer le multicompte. Donc moi, j'étais très content par rapport à tout ça.
Chose très importante, parce qu'à chaque fois on me ping là-dessus, on me dit bah oui mais c'est bien beau ton truc, mais bah, nous on utilise Jira ou je sais pas quoi, etc. Et oui, en effet, tout ce que je vous dis fait là, c'est dans le cadre de tout ce qui me concerne moi, mes tâches en lien avec mon boulot, avec ma vie perso, avec ma vie associative, etc. Et il y a le référentiel pro, en effet. L'important, c'est d'avoir à chaque fois cette façon de identifier où est le référentiel. D'un point de vue perso et pro, quand je dois gérer des trucs pour se faire, tout est dans ce mécanisme que j'ai mis en place. Quand il s'agit de développer dans des projets, si l'équipe a décidé de travailler avec Jira, bah très bien, en fait, les tâches sont dans Jira. Et après, libre à moi de intégrer une de ces tâches dans ce workflow qui m'est propre. Mais l'idée, c'est pas justement de se substituer ou d'imposer votre organisation à un travail d'équipe. Par contre, de prendre conscience que ce consensus d'équipe sera un deuxième référentiel, mais qui est différent, qui a une optique professionnelle. C'est normal. Donc, bah, voici par exemple ce à quoi ressemble ma boîte mail très régulièrement, et j'ai une sorte de to-do list qui ressemble à ça. Alors, ce qui est important aussi à avoir, c'est des petites tâches que j'appellerais des tâches sucreries. C'est le truc où, globalement, il y a des moments, quand on va vouloir bosser, bah, vous le savez, hein, là, typiquement, on est en plein dedans, là, le vendredi à 15 heures. Je suis sûr que c'est le moment où vous êtes le plus productif de la semaine. Hein. Et ben, justement, les tâches sucreries, c'est ces petites tâches qui sont bon, pas désagréables à faire, mais qui vont vous permettre de cocher des choses. Parce que finalement aussi, ce qui ressort pour moi dans cette utilisation-là, c'est le petit côté gamification. En fait, maintenant, je rajoute, des fois je triche, des fois je me rajoute des petites tâches toutes pourries, juste pour le principe d'avoir coché des tâches. Mais j'ai cette satisfaction d'avoir été productif dans la journée. Et je suis content. Mais en tout cas, toujours est-il que malgré tout, la tâche sucrerie reste une tâche. Donc, j'ai quand même fait avancer des choses. Alors, si on revient maintenant sur la gestion du temps, une fois qu'on a mis ça, donc je planifie beaucoup de choses. Du coup, j'anticipe. C'est quoi les urgences? Finalement, ma vie maintenant, mon quotidien revient à traiter finalement des urgences. Et de la même façon, par exemple, si on prend ce qui s'est passé sur les 2 derniers mois, aujourd'hui dans ma vie d'entreprise, j'ai fait avancer énormément les tâches des autres, mais pas les miennes. Mais en soi, c'est pas grave, parce que pourquoi c'est pas grave que j'ai fait avancer les tâches des autres? Pour ces raisons de priorité que je vous disais tout à l'heure et d'objectif. De par mon statut de directeur d'agence d'une ESN, si je fais avancer les tâches des autres, finalement, enfin de mes salariés, en fait, je suis productif, je sers la cause de la. Et donc, si j'ai des tâches vraiment pour moi, bah, dans ce cas-là, ok, très bien, je les ferai. Mais mes tâches à moi, j'ai moins urgentes que celles de l'entreprise. Mais du coup, tout ça, c'est une histoire justement de priorité, d'objectif. Et donc, c'est finalement, j'ai récupéré des tâches d'autres personnes, mais c'est pas grave. Elles sont devenues miennes, je les ai fait avancer, etc. Donc on planifie, on gère les deadlines, finalement c'est ça qu'on fait. Et puis on ne va pas hésiter des fois à postponer. L'avantage de faire ça, de planifier, postponer, etc., c'est que des fois, la mort dans l'âme, on va se dire, bon bah cette tâche-là, ça fait 1 an qu'elle est dans mon backlog. Hein, c'est comme cette fameuse US qu'on ne veut jamais traiter. Bah, c'est bien, on n'ose pas, mais bah, à un moment, faut se dire qu'elle sera plus là. Hein. Et puis, l'avantage que ça a, c'est libérer votre cerveau, libérer votre charge mentale, et si elle est si importante que ça, bah dans ce cas-là, vous la faites. Ou sinon, il faut l'accepter, elle n'a pas besoin d'être là. Et donc, du coup, j'ai commencé aussi à mettre en place un certain nombre de rituels vis-à-vis de la gestion du temps, et notamment des réunions sauvages, de la façon dont on avait de m'imposer des réunions. Et j'ai développé cette capacité à dire non, justement, non à des réunions. Donc, je l'ai même fait chez des clients pour tester, pour voir un petit peu. Parce que je me souviens d'une fois où j'ai fait une mission où mon agenda était rempli de missions, enfin de réunions,
je ne savais pas ce que je foutais dans la moitié des réunions, et du coup, j'ai commencé à dire non. Et puis là, tout d'un coup, ça réagit. Bah, pourquoi tu as dit non? Bah, je dis, bah, pourquoi tu veux que je sois là? Et du coup, une discussion se met en place. Et cette discussion devient constructive. Parce que bah, t'es sûr que tu as vraiment besoin de moi sur ce truc-là? Bah non. Bah alors dans ce cas-là, je viens pas. Ah ok. Bon bah voilà. Et donc finalement, il ne restait plus que les réunions où j'étais vraiment essentiel. Ce qui du coup m'a libéré du temps. Et puis, ça a un petit peu forcé les gens à préciser des trucs. Typiquement, aujourd'hui, quand on m'invite dans une réunion où il n'y a pas de description, je vois juste point, un truc comme ça, bah non direct. Il faut que tu précises pourquoi tu as besoin de moi, sinon c'est que tu n'as pas besoin de moi. De la même façon, si on a tendance à me mettre une réunion comme ça sans m'avoir demandé, en règle générale, je dis non. En fait, l'idée, c'est, si tu veux avoir du temps de moi, c'est quand je le décide. Et ça, c'est important, parce que justement, notre organisation, on a besoin à un moment de gérer les choses. C'est pas que je veux me fermer, je le sais, je suis obligé d'être disponible. Donc, par contre, c'est à moi de décider quand est-ce que je suis disponible, c'est pas aux autres de s'imposer à moi-même. On va trouver des consensus. Ça veut dire que c'est à moi de. Ça veut pas dire que je fais pas de compromis dans mon attitude. Quand je vous dis je dis non, je suis pas en mode extrémiste, je dis non à tout. Je fais énormément de compromis. Par contre, c'est des compromis que j'ai en fonction justement de ces fameux objectifs que je me suis fixés. Et c'est là où ça change la donne. C'est que c'est moi qui décide en effet de déprioriser certaines tâches et donc de me mettre à dispo. Et donc pour ça, j'utilise un truc vachement bien, c'est les créneaux de disponibilité. Alors c'est disponible dans les Teams, dans les Google Workspace ou Calendly par exemple. Calendly le fait très bien. Et ça, c'est des super outils en fait qui vont vous aider justement à dire ok, tu as besoin de moi, bah tiens, voici les créneaux sur lesquels je suis disponible. Et aujourd'hui, c'est que comme ça que je fonctionne. J'ai arrêté de dire aux gens regarde mon Google Agenda. À mes collègues, je leur dis plus ça. À chaque fois, je leur donne des créneaux de disponibilité. Comme ça, c'est moi qui choisis quand est-ce que je suis disponible. Ça, et aussi, j'ai été obligé de tricher parce que je sais qu'il y en a qui respectent pas ça. Je me suis bloqué, j'ai ritualisé des jours. J'ai ritualisé des moments où je bloque du temps. Et j'ai dans mon agenda un truc qui s'appelle Projet Dev, par exemple, qui me bloque par exemple tous mes mercredis matins et tous mes vendredis après-midi pour montrer que je suis occupé. C'est à moi de décider ce que j'en fais en fait. Et justement, en fonction des besoins de dispo des gens, je vais faire sauter ce créneau et le rendre en créneau de disponibilité pour d'autres personnes. Et du coup, en faisant ça, je me retrouve à être maître de mon agenda. De la même façon, un autre truc que j'utilise pour dire non, c'est aussi le concept de pizza team. Alors, il y a les réunions descendantes. Bon, ok, là, on va se retrouver à avoir peut-être 20, 30, 40 personnes. Bon, très bien. C'est comme ça. Là, vous êtes nombreux à m'écouter. C'est un peu descendant. Mais il y a ces fameuses réunions qui sont censées être productives. Et le principe de la pizza team, c'est s'il faut plus d'une pizza pour nourrir les gens qui sont dans la réunion, c'est que ça ne va pas être productif. Donc du coup, c'est pareil. Quand je vois une réunion qui est censée être productive, où on est plus de 6, 8, bah c'est pareil. Par défaut, je dis non. Parce que je sais que ça va être une cacophonie, que ça va être le bordel, etc. Donc c'est plein de petits trucs en fait et en fait très souvent le fait d'amener ça amène de la discussion. En vrai, c'est pareil. Cette façon que j'ai de dire les choses peut paraître extrême, mais en fait ce que je me suis rendu compte, c'est que ça amenait systématiquement de la discussion. Parce qu'à la base, les gens voulaient que vous soyez là, et le fait que vous éprouviez une sorte de refus, bon certes, il faut le justifier, on est d'accord, mais amène justement à une prise de connaissance. Typiquement, les débats qu'on entend très souvent, les délits du matin, ça sert à rien, des trucs comme ça, parce qu'on va être 15 à dire ce qu'on a fait la veille, mais en fait, il suffit de regarder Jira et tu vois très bien ce que j'ai fait la veille, enfin bref, des trucs comme ça. Donc on va gagner du temps. Et bien entendu, une façon de gagner du temps est de déléguer. On va déléguer énormément, énormément. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis là parce que c'est important. Il y a l'organisation professionnelle que vous aurez au sein de votre équipe, qui est un consensus d'équipe que vous devez de respecter. À cela près, en effet, c'est comme toute chose, on est dans un monde informatique qui est en évolution constante. Ce n'est pas parce que
un consensus d'équipe a été défini en février 2024 qui ne peut pas être remis en question en septembre 2024 parce qu'on a intégré des nouvelles personnes, on s'est rendu compte que c'était imparfait, etc. On a le droit de le faire évoluer. Mais cependant, ce référentiel sera votre cadre de travail principal et il y aura tout ce que vous allez gérer après, qui mêle du pro, du perso, etc. Sur lequel on peut aller sur des trucs assez débiles. En effet, j'ai une tâche récurrente qui me dit de faire les comptes toutes les semaines. Bon, pourquoi pas. C'est pourquoi je le fais, parce que justement, en fait, je veux vraiment pas avoir un des objectifs sur lesquels j'ai vraiment lutté énormément, c'est avoir le strict minimum en tête, pour être toujours concentré sur l'action que je fais à l'instant T. À chaque fois, si vous discutez avec moi et qu'on discute sur des trucs à faire, très régulièrement, vous me verrez prendre mon téléphone pour noter. C'est pas que je suis désintéressé de vous, c'est qu'au contraire, cette action qu'on est en train d'identifier, je la note pour qu'elle reste pas dans ma tête et que je puisse être concentré sur la discussion. Et bien ça, en fait, c'est hyper efficace. Et c'est pareil, mon téléphone, il est posé à côté de ma table de nuit et combien de fois ça m'est arrivé ces derniers temps, je me couche, il y a une idée qui pop, et ah bah non, il faut surtout pas qu'elle reste parce que sinon je vais y penser toute la nuit. Cette ligne de code, ce truc où des fois j'entends « Ah, je me relève en pleine nuit pour coder ». Non, moi je veux pas, c'est bon, j'ai fini, je veux plus recoder la nuit. Donc du coup, je vais noter mon idée, je la garde et je le ferai demain matin. C'est pas grave, ce sera fait plus tard. Le fait que ce soit codé à 3 h du matin ne changera pas la face du monde versus le fait que ce soit codé à 9 h ou 8 h, enfin bref. Donc, au final, je me retrouve avec cette version un peu hybride où il y a les concepts de base. Je ne suis pas un super-héros, une super-héroïne. Je délègue. Et on va déléguer, on va faire en sorte d'identifier le fait qu'on ait un SPOF ou pas. Ça, c'est important. Parce que là, c'est l'ego qu'il faut mettre de côté. En fait, c'est ça qui est difficile sur l'aspect SPOF, c'est l'ego. Il faut être en capacité de mettre son ego de côté. Et après, on a cette to-do list qui, elle, a un objectif basique, évacuer votre charge mentale et surtout vous laisser votre esprit libre. Les on-appointment slots, disponibilité et du coup, cette organisation où on reprend possession de son agenda, justement, c'est pour être en capacité après de traiter correctement les choses et le challenger régulièrement. Je sais que là, ce que je vous présente aujourd'hui, j'en suis à ma 5e itération et dans un an, j'aurai encore sûrement fait évoluer un certain nombre de choses. Mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, à l'instant T, ça me convient, ça me permet d'être effectif. Je fais moins de choses, certes, mais par contre, je pense que je l'ai fait vraiment mieux. Parce que du coup, je suis concentré et je suis plus dispersé. Et tant pis, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. C'est comme ça. Je préfère savoir que les choses sont faites et que certains trucs ne seront pas faits, plutôt que ça soit jamais fait parce que je sois à l'hôpital, je suis passé en nervous breakdown de la mort ou que je me sois fait écraser par un bus, bref. Donc voilà. Donc au final, moi j'utilise ça, une app pour diriger. Est-ce que je suis un SPOF? Est-ce que je suis dispo? Et quand je vous dis que ça continue, c'est justement le next step. C'est quoi les trucs à continuer de travailler? Donc, pour moi, par exemple, c'est continuer de travailler sur cet équilibre pro-perso, trouver toujours plus d'équilibre, être le plus efficient des deux côtés. Déléguer toujours plus, parce que finalement, ça rejoint aussi des choses qu'on a pu voir ici et là sur le mentoring, etc. Ça a aussi des valeurs de déléguer, parce que on va être en capacité d'accompagner des gens. Et donc, on fait grandir d'autres personnes en déléguant en vrai. C'est pas juste une technique pour dire, tiens, patate chaude. Il n'y a pas que ça. Et finir de s'outiller, typiquement un truc que j'ai pas encore exploré et qui je sais va à terme m'aider à continuer de développer et de charger ma charge mentale, c'est tout ce qui est autour de Second Brain Experience. Comment j'ai pas encore attaqué, je sais que je vais devoir regarder des conférences, lire des trucs, etc. Et ça, ce sera les prochains steps. Donc, en conclusion de ce talk, si vous devez repartir avec des idées par rapport à ce que j'ai dit, c'est lutter contre la charge mentale, ça, je pense qu'on l'a dit suffisamment, éventuellement fonctionner par tâche si ça vous correspond. Ce mécanisme ne se substitue pas à ce que vous avez dans vos projets. Et quand bien même, là j'ai évoqué des outils,
l'idée n'était pas de vous parler de mes outils, mais de concepts. Et ce qui est vraiment essentiel pour vous, c'est d'expérimenter justement à la fois les méthodos dont j'ai pu parler, GTD, Podomoro, peut-être que GTD sera très bien pour vous. Peut-être que Podomoro est le truc qu'il vous faut. Donc, testez, appropriez-vous les outils. C'est ça en fait qu'il va falloir faire. Mais avec par contre en ligne de mire cette version de la charge mentale. Et donc, redevenez maître et maîtresse de votre temps. Ça, c'est essentiel. Parce que c'est comme ça en fait que vous allez être réellement dispo pour les autres. Je vous remercie et donc je m'appelle Jean-François Garot, je travaille chez Sphère Nantes. Si ça vous a plu ou pas, vous pouvez donner vos feedbacks, vous avez le droit bien entendu. Et j'ai mis les liens, le lien de ces slides directement. Donc j'ai mis dans les notes, c'était très imagé, dans les notes vous avez le discours associé. Vous avez des questions, parce que nous avons du temps pour les questions. Oui. Ah, ok. Oui, alors la question c'est, au début j'ai fait ça le soir, est-ce que j'ai essayé de le décaler au matin? En fait, je faisais les deux, et voire même pour l'image, je trouvais ça, c'est vrai, tu as raison, je l'ai mis le soir parce que, en fait, c'est que à l'époque, j'estimais que j'avais beaucoup de retard. Donc, du coup, j'utilisais un petit peu tous les temps de dispo que j'avais pour combler mon retard. Et aussi parce que, ça, c'est un truc que j'ai découvert après. Il y avait une personne qui donnait des confs à l'époque, il appelait ça le job crafting. C'est comment tu vas créer ton job, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'on est en capacité évoluer son job avec nos envies. Mais je ne l'avais pas encore en connaissance à cette époque-là, et donc tout ce que je fais, professionnel, administratif, etc., je le faisais le matin. Très régulièrement, avec les gens que je manage, il y en a, ils me posent la question, mais on fait quand la veille? Quand est-ce qu'on a le temps de faire de la veille? Parce qu'ils me disent, j'aimerais des journées complètes de veille, etc. Et je suis obligé de leur dire, moi, en tant que directeur, je suis désolé, économiquement parlant, je ne peux pas te débloquer entière de veille, c'est pas possible. Tu pourrais aller à une conf dans l'année, etc. Mais ta veille au quotidien, je ne peux pas te débloquer ça, quoi. Ça passe pas dans notre modèle aujourd'hui. Par contre, ce que tu peux faire, c'est justement identifier des petits creux, des moments. Là, c'est une histoire de priorité. Et donc, très souvent, je les emmène justement vers le matin. Ce créneau un peu bâtard, là, avant le délit du matin, où on n'ose pas trop se lancer sur une tâche, parce qu'on sait qu'il arrive à 9h30 ou 9h le délit, là, et que partir sur un truc, justement, on sait que ça ne va pas être productif. Donc, typiquement, je pousse beaucoup de gens à utiliser ce créneau-là pour faire de la veille. Ou aussi, certains et certaines, je leur dis aussi, est-ce que c'est acceptable pour toi, par exemple, et j'utilise vraiment ce terme-là, de sacrifier un midi, de temps en temps, pour telle et telle chose. Chacun décide ou pas de faire ce qu'il veut. Est-ce que ça répond à ta question? Ok. Et donc, tu avais une deuxième question. Alors, la question, c'est est-ce que je priorise le soir ou le lendemain tâche, c'est ça? Alors, est-ce que je priorise le soir ce que je veux faire le lendemain? Non. En fait, ce que je fais, c'est, en règle générale, je fais plutôt une fois par semaine. Je vais avoir tendance à me poser sur ma to-do list et je vais regarder ce qui est en top. En gros, l'outil que j'utilise me permet de catégoriser. J'ai une notion de urgent, important et à faire. Et donc, naturellement, je traite les urgentes tout le temps et à intervalles réguliers quand je dépile. Et donc, c'est là où aussi je m'en rends compte. Je calibre mal parce que typiquement, j'ai des tâches urgentes qui traînent depuis 3 mois. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est je les enlève en fait complètement parce que si c'était vraiment urgent, je les aurais vraiment traitées. Donc, actuellement, ça c'est mon fonctionnement. Au début, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé tous les matins
d'attaquer ma to-do list. Et en fait, en ce qui me concerne, ça me correspondait pas. Et donc c'est là aussi l'enseignement, c'est ne prenez pas pour argent comptant ce que je suis en train de dire sur ça, expérimentez-le. Si toi, par exemple, justement, tu as besoin le soir de partir avec l'esprit clean sur ce que tu veux faire le lendemain, bah, c'est peut-être que c'est ce dont tu as besoin. Donc, fais-le. Ça répond. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. La question est autour de l'intersection entre le pro et le perso. Comment je gère les trucs du perso versus le pro. En fait, là très clairement, c'est l'outil qui m'a aidé à répondre à ce besoin. Donc, en fait, Todoist, quand je l'utilise, j'ai une seule liste To-Do qui est connectée à mon compte Sphère, parce que c'est là où je l'utilise le plus principalement. Par contre, tel qu'est fait l'app et les plugins, etc., qui existent, il y a une extension Chrome, par exemple, qui peut se plugger sur ma session Chrome perso et GDG, qui fait que quand j'ouvre Gmail, je peux transformer un mail en tâche. Et en fait, mon Gmail perso va du coup être en capacité, à travers un clic, de créer une tâche Todoist dans mon Todoist Sphère. Et après, j'ai le Todoist Sphère qui est sur mon téléphone, et c'est juste des labels après. J'ai juste mis des labels du pro, perso, GDG. Et donc en fait, c'est grâce à cet outil-là, personnellement, que j'ai réussi à solutionner ça. Il y a d'un côté le widget, qui me permet en un clic d'ajouter une tâche, l'intégration dans Gmail qui me permet de convertir des mails en tâches, après l'onglet Todoist que j'utilise pour... après j'ai choisi le compte principal comme étant celui Sphère, mais en vrai ça aurait pu être mon perso, enfin bref c'est pas grave, l'interconnexion aurait été dans la même en fait après. Mais toujours est-il, là pour le coup c'est l'outil qui m'a permis d'obtenir cette solution-là. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi en fait. Sinon, c'était le problème que j'avais avant, avec la version Gmail Task, qui fait que j'avais 3 sources de vérité. Ça répondait à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais vous êtes trop timide pour poser vos questions, vous aurez le droit de venir me les poser après aussi. Je pense qu'on peut dire merci du coup.